conférence qui s'intitule « Gilets jaunes, colère sociale, crise de la démocratie et mode de gouvernement », dans laquelle on va aujourd'hui écouter Leslie Kaplan tout de suite présenter son dernier livre, « Désordre ». Après quoi, nous écouterons Marion Siriex et ensuite Christian Laval. C'est plutôt un opuscule qu'un livre. Bon. Et peut-être que le plus simple pour le présenter, c'est vous lire ce que j'ai écrit à la demande de l'éditeur pour les représentants qui placent le livre toujours en librairie. Il faut vous dire qu'il n'était pas du tout prévu. Bon, j'ai un autre livre qui sort l'année prochaine, mais ça c'est arrivé comme ça, en février, sur un coup de fureur, et l'éditeur a été d'accord pour le publier tout de suite. Bon, voilà. Alors, ce que j'ai écrit pour les représentants, donc c'est ça. Cet opuscule est issu d'un mouvement de colère, d'indignation et d'un constat. Le monde marche sur la tête. Il y a un mensonge sur l'origine de la violence. La violence vient d'abord d'en haut, pas d'en bas. De ceux qui possèdent le pouvoir, l'argent, l'éducation, etc. et qui se comportent comme des privilégiés. Elle ne vient pas des opprimés, des exploités qui cherchent à se défendre ou à élargir de maigres acquis en usant de moyens parfaitement légaux et inscrits dans la Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen comme le droit de manifester. Alors, au lieu de continuer à chanter tristement « on a raison de se révolter », on peut prendre au pied de la lettre l'accusation de violence faite aux exploités, aux opprimés, etc. C'est ce que j'ai fait dans le livre. J'ai pris finalement l'accusation de violence, de crime, etc. au pied de la lettre. Et on remarque que l'effet produit est comique, enfin du moins j'espère. Un rire, de soulagement sans doute, autre chose est donc possible. Donc voilà, l'idée est de dire, voilà, oui, eh ben, d'accord, on veut criminaliser le mouvement social, eh bien, parlons de crime. Il y eut ce printemps-là une série de crimes particuliers, rapidement nommés dans la presse crimes du XIXe siècle. Ceux qui les commettaient étaient des exploités de toutes sortes, employés, salariés, ouvriers agricoles, domestiques variés, misérables divers. Et ceux qui étaient assassinés étaient des patrons, des patronnes, des gens pour qui il n'y a qu'à quoi, faire ceci ou cela, étudier, arriver, acheter un beau costume, faire un effort, traverser la rue, etc. Évidemment, la France se divisait en deux, ceux qui étaient pour les criminels, ceux qui étaient pour les victimes. Mais le fait est que le mouvement ne s'arrêtait pas, se développait, s'amplifiait, tous les jours ou presque, un nouveau fait divers, parfois plusieurs, dans les grandes villes, dans les campagnes, à chaque instant, il se passait quelque chose. Certains des assassins parvenaient à s'enfuir, mais la plupart étaient pris et revendiquaient crânement leurs crimes. On les voyait même rire, se moquer, faire des plaisanteries plus ou moins drôles. Bref, c'était le monde à l'envers. Ou plutôt, c'était un retour en arrière, à ce 19e siècle bien entendu imaginaire, mais enfin, la ligne de classe était tellement clairement indiquée qu'on ne pouvait pas ne pas y penser. Et c'est pourquoi le terme « crime du 19e siècle », inventé par un journaliste chroniqueur dans un grand journal régional, avait fait fortune, était repris partout. Ce qui demeurait incompréhensible, c'était pourquoi tous ces crimes arrivaient au même moment, pourquoi cette simultanéité. En mars d'abord, ensuite en avril, y avait-il eu des signes avant-coureurs? On cherchait, on ne voyait pas, on ne trouvait rien. Mais le caractère sauvage des crimes ne faisait aucun doute. Ce n'était pas sauvage comme le crime des sœurs Papin, ces bonnes à tout faire, qui avaient assassiné leur maîtresse et les avaient mutilées, leur avaient arraché les yeux, même s'il y avait eu une fois une jeune femme qui avait soupiré au moment de son arrestation « Ah, les sœurs Papin ». Non, ces crimes n'étaient pas comme, mais sauvages, oui, sauvages, brusques, rapides, immotivés. Non, peut-être pas immotivés, mais tout de même étranges, impersonnels, carrément fous. Un employé modèle, 25 ans de banque, qui tout d'un coup balance un coffre-fort sur la tête de son directeur. Un mécanicien portugais qui étrangle son chef dans le garage avec des fils de fer qui traînent.
Un chauffeur de maître qui envoie le PDG qu'il conduit dans le mur. Lui-même saute avant. Les femmes n'étaient pas en reste, cas innombrable d'infirmières empoisonneuses, au point que, rapidement, les piqûres de personnes riches, voire aisées, ne se firent plus qu'en famille. Une employée charcutière utilisa le couteau contre sa patronne. Une apprentie bouchère se servit de son tablier. Partout, du nord au sud, d'est en ouest, à Paris comme en province, dans les villes, les bourgs, les campagnes, un vent de folie. Marion Siriex, qui propose une communication intitulée « Les Gilets jaunes sont-ils porteurs d'une alternative au néolibéralisme autoritaire ?» Voilà. Donc Marion, on te donne environ une demi-heure, et si je déborde un tout petit peu, je te rappellerai. D'accord. Donc c'est un texte, enfin c'est une proposition de communication qui a été issue d'un autre texte en fait que j'avais écrit, que j'avais un petit peu envoyé à Christian, qui était un texte d'opinion qui revenait sur le verrouillage du système représentatif actuel et qui terminait sur en gros la mince mais forte possibilité d'une alternative. Voilà. Et donc je me suis interrogée quant à la possibilité de reprendre ce texte-là et je me suis rendu compte que c'était quand même un texte qui certes était informé mais qui était très ancré dans son caractère d'opinion. Et donc j'ai essayé de d'écrire quelque chose plus, comment dire, qui reprenne des éléments empiriques, disons, empiriquement fondés, qui apportent des éléments au-delà de ce que moi je peux penser. Parce que ce que je peux penser, voilà, chacun peut en penser d'autres choses et je voulais vous apporter quelque chose de plus charpenté. Donc j'ai essayé de faire ça, je vous laisserai en juger. Donc depuis maintenant 26 semaines, le mouvement des Gilets jaunes perdure. N'en finissant pas de s'essouffler selon les médias mainstream, renommés très largement merdia par les mobilisés, ce mouvement a soufflé nombre d'observateurs, déstabilisant profondément le pouvoir en premier lieu, ainsi que les édicocrates chiens de garde, mais également la gauche traditionnelle, entendue au sens large. L'immense force du mouvement, l'effet de surprise qu'il a provoqué, sa radicalité ont suscité beaucoup de fantasmes et de projections, que ce soit en termes de désir ou au contraire de crainte quant aux débouchés politiques possibles. De quoi les Gilets jaunes sont-ils porteurs? Quels débouchés politiques peut-on attendre de cette crise politique sans précédent? Sans formuler les choses en termes d'alternative au néolibéralisme autoritaire tel que nous on l'a formulé dans la question initiale, nombreux sont celles et ceux qui se sont attelés à la question au cours des derniers mois. Et lorsqu'on se penche rapidement sur les embryons d'analyse qui ont commencé à voir le jour, il semble que trois positions principales se dégagent. La première est celle d'une crainte, exprimée notamment à travers la voix de Roman Bernstein pour la Fondation Georges Jaurès, de voir le mouvement être récupéré par l'extrême droite et contribuer en définitive à la prise du pouvoir du FN, désormais RN, via un scénario similaire à ce qui s'est passé en Italie avec le mouvement 5 étoiles. Cette crainte est très présente dans les milieux de gauche partisanes, institutionnelles et syndicales, en particulier au début du mouvement, mais encore aujourd'hui. Récemment, j'entendais Noël Mamère sur France Inter expliquer que les Gilets jaunes allaient conduire à la prise de pouvoir de l'extrême droite. Donc voilà, cette position a dominé le paysage politico-médiatique du fait de sa compatibilité, voire de sa collaboration avec la ligne de communication macroniste visant à assimiler clash populaire et risque fasciste dans une stratégie très classique que Christian avait un petit peu développée lors du colloque. La seconde ligne le positionnement sur les Gilets jaunes est à l'exact opposé. C'est celle d'une romantisation révolutionnaire qui a projeté sur le mouvement l'espoir d'une révolution, d'un grand soir qui rebatte profondément les cartes de l'ordre social. Particulièrement présente dans les milieux anarcho-autonomes au tout début, elle s'est diffusée ensuite. Cette ligne a contribué d'ailleurs à définir le contour du mouvement au fil des semaines, entrant parfois en conflit avec les aspirations et les manières d'être, de faire des protagonistes initiaux. Je vais revenir largement là-dessus. La troisième, portée en particulier par un chercheur qui s'appelle Samuel Hayat, consiste à redouter que la révolte populaire portée par les Gilets jaunes ne se révèle en définitive dépourvue de potentiel révolutionnaire et se contente de rétablir le compromis social-démocrate qui s'accommode de la domination oligarchique et capitaliste sans attaquer aux causes. Si l'analyse de Hayat comporte par ailleurs de nombreux mérites sur lesquels je vais tâcher de revenir, elle est le produit du positionnement social de l'auteur, dont la crainte d'un retour au statu quo doit également nous pousser en tant que chercheurs et en tant qu'intellectuels plus largement à un exercice de réflexivité qui est nécessaire quant au positionnement qu'on prend sur les mouvements que l'on observe.
Donc, présentées ici de façon rudimentaire, ces positions ont fait l'objet de très nombreuses déclinaisons, mais le caractère profondément politique de la crise qui agite la vie politique et sociale a contribué à fortement ancrer le caractère normatif des analyses quant au potentiel débouché du mouvement. En ce sens, les craintes et les espoirs suscités sont à la mesure du caractère crucial du moment que nous sommes en train de vivre. Pour autant, l'analyse des débouchés, aussi politique soit-elle, repose d'abord et avant tout sur l'interprétation qu'on fait des réalités empiriques du mouvement. Or, si les témoignages, prises de position, reportages ont été légion, le nombre d'études et d'analyses tirées d'une collecte de données empiriques construites de façon systématique est, lui, beaucoup moins important. Il s'agira ici, dans un premier temps, de revenir sur les éléments objectivables dont on dispose à l'heure actuelle, afin de tenter de cerner les concours effectifs de ce mouvement, sur lequel sont projetés beaucoup de fantasmes. Dans un second temps, je reviendrai sur la question plus normative de la capacité du mouvement à apporter une alternative au néolibéralisme autoritaire et à une perspective donc, plus ancrée dans la préconisation quant aux formes de participation possibles au sein de ce mouvement, de celles et ceux qui prônent une alternative, et ce à la lumière des caractéristiques initiales du mouvement et de sa trajectoire dans le temps. Donc dans un premier temps, je vais essayer de revenir sur un petit peu qui et que sont les Gilets jaunes. Donc la première priorité pour tenter de prendre position quant aux débouchés possibles d'un mouvement social réside dans le tri qui doit nécessairement être réalisé entre d'une part les témoignages et les prises de position situées, dont la formulation apporte certes un contenu et un point de vue, mais ne témoigne que d'une bribe liée à un ancrage de la personne qui le prononce, et d'autre part des études certes toujours limitées et non exhaustives, mais dont la systématicité dans la collecte de données ou dans la méthode de théorisation employée donne aux propos une capacité d'objectivation, ou du moins une capacité à donner au lecteur une vision pondérée par l'explicitation du point de vue des auteurs. Donc, un petit peu d'autoréflexivité du chercheur. Du fait du décalage qu'il existe presque toujours entre le temps de la recherche et celui de l'événement, le nombre d'études se basant sur une collecte de données systématique est encore relativement faible. Dans le cadre de cette présentation, il a pu en être recensé plusieurs. La toute première, qui a été publiée le 26 novembre 2018 par une équipe toulousaine, analyse plusieurs corpus de textes afin de confronter le discours médiatique tenu sur les Gilets jaunes au contenu produit directement par ceux-ci sur différentes plateformes que sont les commentaires de la pétition de Priscilla Ludowski, un groupe Facebook ancré dans le Cantal et un certain nombre de données sur Twitter recueillies entre le 16 et le 24 novembre. La seconde analyse donc, date du 5 décembre, c'est celle de Samuel Hayat que j'évoquais en introduction. Elle est beaucoup plus théorique et l'apport empirique est moindre, mais elle permet d'amorcer un pont vers une théorisation via le concept d'économie morale. En ce sens-là, je pense qu'elle est très intéressante. La troisième a été publiée en avril via le laboratoire Triangle et déploie une analyse qualitative basée sur l'observation participante et la réalisation d'entretiens qui retrace la trajectoire du mouvement à travers un groupe de gilets jaunes initialement basé sur un rond-point en périphérie de Lyon, donc dans une zone qui est à la fois périurbaine puis banlieue populaire. Et donc ils ont montré qu'ils ont été contraints d'évoluer vers des modes d'action plus urbains à partir de la deuxième partie de l'hiver. Voilà. Au-delà de ces trois analyses et études, la perspective que je déploie ici est réellement basée sur plusieurs articles de presse, basés sur des collectes de données explicitées par leurs auteurs, qui ne sont pas forcément systématiques au même titre que celles des chercheurs, mais qui sont quand même relativement explicitées et qui donc permettent d'en connaître à la fois les limites et les mérites. Voilà. Et aussi sur des observations personnelles, puisque j'ai quand même participé largement à ce mouvement, mais de manière, là encore, très située. Donc ces analyses qui mettent en œuvre des approches théoriques et méthodologiques différentes les unes des autres permettent de dresser un corset, si ce n'est objectif, au moins calibré et surtout relativement concordant du mouvement. Donc la première caractéristique, si on cherche à résumer très rapidement, on voit que c'est un mouvement qui est populaire, décentralisé, peu formalisé idéologiquement au regard des clivages partisans, mais très cohérent et presque unitaire dans ses revendications. Alors là, tu diminues la voilure. Pardon. Ok. D'accord. Donc, comme c'est marqué dans une, comme l'ont écrit les journalistes du Monde, des décodeurs qui ont essayé de donner un panorama de ce mouvement, il s'agit d'une France, là je cite, qui ne manifeste pas spécialement de pensée raciste, homophobe ou antisémite, qui se réclame plus volontiers de Coluche que de n'importe quel parti politique. C'est une France qui nourrit un sentiment de défiance, voire de ressentiment profond pour les élites de tous bords. C'est une France qui se sent vulnérable et injustement traitée, que ce soit par les forces de l'ordre, Emmanuel Macron ou les chaînes d'information. Donc la caractéristique populaire du mouvement revient à de nombreuses reprises. Elle semble faire consensus sur le rond-point observé en banlieue lyonnaise par les cris de triangle.
Les personnes rencontrées sont très majoritairement issues des classes populaires, donc ouvriers, employés, routiers, secrétaires, assistantes sociales, aides maternelles, chômeurs, retraités de ces mêmes professions, sans oublier quelques petits entrepreneurs. Et ils et elles viennent parfois de Lyon, souvent de sa proche banlieue populaire ou encore du Périgord. Les revendications sont issues très majoritairement, sont centrées majoritairement sur le niveau de vie des classes moyennes d'une part, classes moyennes et populaires, et d'autre part sur le rejet des professionnels de la pratique des professionnels de la politique. Très loin du portrait qu'en ont fait les médias, qui ont au départ accentué les conflits d'usage et le rejet de l'écologie, comme le montre l'équipe de Toulouse, les revendications exprimées, certes par de voix multiples, apparaissent d'une grande cohérence et traduisent, donc là selon Samuel Hayat, l'inscription dans une économie morale populaire, d'après le concept initialement mis sur pied par E.P. Thompson. Selon Hayat, la cohérence du mouvement, malgré son caractère déconcentré, est liée à l'économie morale à laquelle il se rattache. L'économie morale, dans ce cas, renvoie à des conceptions largement partagées sur ce que devrait être le bon fonctionnement au sens moral de l'économie, et a largement été mis en lumière dans les analyses des révoltes populaires du XIXe siècle. Au-delà des intérêts économiques au sens strict des populations mobilisées, ce qui est exprimé, c'est une rébellion contre un fonctionnement économique devenu moralement inacceptable. Là-dessus, l'analyse de Hayat concorde parfaitement avec celle des chercheurs toulousains, puisque ce sont les revendications suivantes qui apparaissent comme centrales. Donc la protection des plus fragiles, les SDF, les handicapés, la rémunération décente des travailleurs, la redistribution par la solidarité nationale, le maintien des services publics, la lutte efficace contre la fraude fiscale. Il y a une formule qui résume assez bien, c'est que les gros payent gros, que les petits payent petits. Donc selon cette analyse, c'est la rupture du pacte par le pouvoir macroniste avec la multiplication des petites phrases et des mesures explicitement dirigées contre, je cite, ceux qui déconnent, qui entraîne donc la mise en branle de ce que Scott appelle l'agency des classes populaires et que Hayat reprend dans ce cadre-là. Je ne développe pas sur l'ensemble des concepts parce que malheureusement, je n'ai pas le temps pour ça, mais je peux vous renvoyer au texte qui est très bien écrit. Que ce soit donc au regard des caractéristiques sociologiques des personnes impliquées sur les ronds-points ou au regard de l'économie morale à laquelle se rattachent les revendications, il apparaît clairement que le mouvement des Gilets jaunes se caractérise au départ par un fort ancrage populaire. Une fois ce premier état des lieux réalisé, reste la délicate question de les situer, ces revendications, sur l'échiquier politique actuel, ce que d'ailleurs les Gilets jaunes eux-mêmes récusent complètement. Donc si on se réfère à un texte qui a été produit fin novembre, début décembre par des biais qui ne sont pas toujours très clairs, on a donc un texte qui s'appelle les 42 directives du peuple. Et donc si on s'y réfère, comme le fait Hayat, on peut constater qu'avec les décodeurs du Monde, qui les ont comparés au programme politique des présidentielles de 2017, et là je cite, les demandes des Gilets jaunes s'avèrent d'une part très proches de la gauche radicale. Donc les 2 tiers des revendications sont compatibles avec le programme de Jean-Luc Mélenchon, certaines sont compatibles avec celles de Benoît Hamon, les plus sociales sur le SMIC, les retraites par exemple, coïncident avec des idées des candidats d'extrême gauche tels que Philippe Poutou ou Nathalie Arthaud. Deuxième caractéristique, elles sont compatibles avec les idées de l'extrême droite sur 2 points en particulier. Près de la moitié des propositions sont partagées par Nicolas Dupont-Aignan et Marine Le Pen, en particulier donc sur la défense des services de proximité, commerce, poste, école, et la renationalisation des infrastructures, autoroutes et aéroports. Et dans un dernier temps, on constate qu'elles sont, les propositions, les 42 directives du peuple, là, sont très très éloignées des programmes libéraux d'Emmanuel Macron ou de François Fillon. Donc cette analyse qui présente évidemment un certain nombre de limites permet néanmoins de comprendre par exemple l'attitude de Laurent Wauquiez qui s'est dans un premier temps associé au mouvement sur la base du refus de la taxation carbone pour très vite retourner sa veste lorsqu'il a saisi l'incompatibilité fondamentale en fait entre le caractère libéral des mesures portées par LR et l'esprit général de la mobilisation. Et donc si le rapport avec la droite semble relativement clair, ce n'est pas le cas de celui avec l'extrême droite dont l'analyse est plus complexe. Si les analyses des premiers temps, et en particulier celle de Toulouse, montrent clairement que les thèmes propres à l'extrême droite ne figurent en aucun cas au centre des revendications, la présence au sein d'une de ces 42 directives du peuple d'une mention de la restriction de la circulation migratoire a suscité une très forte réaction médiatique et politique. Donc je ne vais pas vous refaire l'état des lieux de la cabale médiatique qui a été orchestrée suite à ça par la classe dominante qui a vu du pain béni pour décrédibiliser le mouvement. Mais on peut néanmoins constater que cette porosité potentielle à des effets autoritaires et anti-migratoires, et donc le potentiel de récupération de l'extrême droite, fait partie des caractéristiques du mouvement et a contribué, en creux, à influencer son développement dans le temps.
Si l'analyse des données dont on dispose permet d'établir la marginalité, voire l'absence des idées d'extrême droite dans le corpus étudié, d'autres sources, et en particulier les groupes Facebook nationaux, dont l'analyse systématique n'a pour l'instant pas pu être réalisée, mais en tout cas je n'ai pas trouvé de données là-dessus, témoignent de la présence, à la fois virtuelle et dans la rue, de groupuscules d'extrême droite. Pour autant, en l'état actuel des données, donc il semble que cette présence de l'extrême droite ait résulté en fait en définitive plus d'une tentative précoce de récupération du mouvement, voire d'une tentative préalable pour effectuer un travail de mise en forme de la contestation, dont on sait qu'il est nécessaire à l'émergence de toute mobilisation, qui s'est finalement en fait laissé complètement déborder par la contestation populaire. Pendant plusieurs semaines avant le début du mouvement et jusqu'en décembre, l'extrême droite a tenté d'influer sur le développement de la mobilisation et diffuser certaines idées compatibles avec ses objectifs politiques avec un succès extrêmement limité au-delà de ce qui a été monté en épingle dans les cercles politico-médiatiques. Une des tentatives les plus emblématiques est celle pour pousser l'idée du recours à un homme providentiel. Donc, dès le début décembre, certains posts viraux sur Facebook prônent l'idée d'avoir recours à un ou plusieurs généraux afin de rétablir l'ordre pour virer Macron. On a tout, le virilisme, l'autoritarisme, donc là. Et ces posts et autres lives tournent et reviennent portés par un certain nombre de personnes et parfois repris par certains gilets jaunes qui se disent eux-mêmes apolitiques, qui y trouvent pourtant un écho. Donc pour autant, ces posts suscitent énormément d'agitation numérique et de débat, mais seront en définitive largement rejetés et contrés par la masse, dont le mot d'ordre officiel reste pas de leader, pas de chef, et dont l'une des vigilances premières reste vis-à-vis des tentatives de récupération. Donc cet échec de l'extrême droite à imposer la figure du chef est à analyser de façon conjointe avec la dynamique de rue qui a lieu début décembre. Si les émeutes urbaines qui se déroulent à proximité des lieux de pouvoir ont sidéré l'ensemble de la classe politico-médiatique et plus largement l'ensemble en fait, des classes aisées, du fait du caractère inédit de la charge contre la classe dominante, elles doivent également être analysées au regard de la bataille interne qui s'est déroulée. Menée notamment par les militants dits du Black Bloc, souvent issus de la mouvance anarcho-autonome, elle a abouti, si ce n'est à son expulsion définitive, au moins à un reflux durable de l'extrême droite dont les drapeaux, les chants et parfois les quenelles ont alors presque totalement disparu. Donc en ce sens, la porosité potentielle du mouvement avec les idées d'extrême droite ne peut être écartée comme une donnée marginale, comme on aurait pu le suggérer au vu des résultats des premières études empiriques et systématiques dont on dispose. Mais elle doit nécessairement être replacée dans une analyse précise du déploiement de la dynamique mobilisatrice dans le temps qui prenne en compte la multiplicité des supports de mobilisation et les rapports de force internes à la lutte. Dans un second temps, je vais essayer de vous parler un petit peu des différentes phases de la lutte, parce que là, je vous ai beaucoup parlé des caractéristiques initiales. Donc voilà. Donc cette présentation des caractéristiques initiales permet de dresser un portrait robot du mouvement lors de ses premiers développements en novembre et décembre. Et depuis, le mouvement a connu de nombreux autres développements. L'évacuation, au moins partielle, de l'extrême droite à cette période correspond grosso modo au mois de décembre, se double d'une autre dynamique interne qui voit l'entrée en mobilisation d'une population plus urbaine, plus éduquée, moins marquée par la primauté de l'engagement. Avec la pérennisation du mouvement et les premières analyses des revendications, on voit l'entrée en scène d'une population haute, plus ancrée à gauche, dont la conception de la mobilisation, de la révolte et des moyens d'action est beaucoup plus structurée, s'ancre dans une tradition qui va largement peser sur l'évolution du mouvement. Comme le montre avec brio l'article de chercheurs du laboratoire Triangle, la période d'évacuation des ronds-points qui correspond à la période des fêtes contraint les Gilets jaunes à trouver d'autres lieux et éventuellement d'autres formes de mobilisation. Le petit groupe qui représente le noyau des personnes mobilisées sur le rond-point qu'ils observent multiplie les tentatives pour mettre en place d'autres QG suite à l'évacuation, sans pour autant parvenir à recréer un espace de rassemblement permanent. De fait, la mobilisation se déplace en zone urbaine. Dans les nouvelles circonstances, c'est bien Lyon, le centre de l'agglomération, qui constitue le lieu du rassemblement à investir. Là je cite, via les actes du samedi après-midi, mais aussi d'autres manifestations que les Gilets jaunes appellent à rejoindre. Donc, cet investissement du terrain urbain par les Gilets jaunes initiaux se heurte à un certain nombre de difficultés. La répression policière des cortèges et le changement de mode d'action entraînent une démobilisation de certains et de certaines et une dispersion des forces qui réinvestissent parfois d'autres ronds-points afin de conserver en fait des modes d'action premiers et les sociabilités mises en œuvre dans un premier temps. De plus, en investissant fortement les manifestations et surtout en y plaçant des enjeux de maintien de la visibilité du groupe, donc les mobilisés du rond-point se confrontent à d'autres groupes maîtrisant mieux les modalités d'action qui ont lieu et qui ont cours en centre-ville. La prise de parole publique, par exemple, fait figure d'épreuve, dans la mesure où elle est davantage maîtrisée et a fortiori monopolisée par des individus rompus dans l'exercice,
qui organise le mouvement dans le centre de l'agglomération. Donc à Lyon, effectivement, le mouvement tend à s'enraciner au moyen d'une assemblée générale hebdomadaire dès le début du mois de janvier à la Bourse du Travail. Là, on retrouve des éléments très connus. Voilà. Composée d'une majorité d'hommes non racisés plutôt jeunes, elle permet à une poignée d'acteurs et d'actrices du centre urbain d'occuper progressivement une position centrale dans l'environnement local du mouvement. Rappelant donc les assemblées de nuit debout, les AG sont organisées avec des commissions sectorielles, des prises de parole, il y a tout un formalisme qui n'existait donc pas sur les ronds-points. Aussi, la valorisation des compétences délibératives et oratoires offre la possibilité à certains profils d'acteurs et d'actrices de prendre des positions publiques au nom des Gilets jaunes de Lyon. Ce qui est très caractéristique, c'est qu'au moment de la première assemblée des assemblées, donc fin janvier à Commercy, la transition entre les ronds-points des ronds-points vers les assemblées est complètement faite. Les Gilets jaunes de Lyon envoient 4 mandatés, alors qu'au sein des mobilisés initiaux du rond-point observé, l'information quant à la tenue de ces assemblées n'est parfois même pas passée. Voilà. Donc le passage à la nouvelle année est donc également l'occasion d'une transition vers une deuxième phase du mouvement, qui se caractérise donc par une forte présence des centres urbains, une prédominance progressive des assemblées. Les 2 assemblées des assemblées à Commercy puis à Saint-Nazaire marquent les bornes temporelles de cette nouvelle phase, où les urbains et les personnes plus éduquées semblent se faire une place importante dans ce mouvement initialement très populaire. Pour autant, la dynamique initiale se poursuit, certains ronds-points sont repris, des manifs sont investis, des assemblées citoyennes sont organisées dans des zones géographiques initiales, donc le périurbain, le rural. La déstabilisation du pouvoir opérée début décembre, la réponse exclusivement répressive et le maintien d'un rapport de force jamais vu depuis 1995, voire depuis 1968, permet également une autre transition, celle qui nous fait passer d'une phase initiale d'un mouvement dont il était possible de douter avec Hayat qu'il se borne de redouter avec Hayat qu'il se borne à demander le rétablissement d'une économie morale populaire, à une phase de consolidation dans laquelle la question des possibles débouchés du mouvement, au-delà de la récupération par un parti, est prise à bras-le-corps, notamment via l'expérimentation démocratique lors des assemblées. Donc on assiste à une distanciation partielle vis-à-vis des demandes initiales, centrée sur la question du niveau de vie, mais qui font la place progressivement à des analyses plus précises des différents verrous politiques empêchant la satisfaction des demandes. C'est en particulier le cas à Saint-Nazaire, ça c'est quelque chose que j'ai pu observer moi-même, où les débats sur les revendications ne portent plus tant sur la hiérarchisation des demandes, c'est-à-dire faut-il placer d'abord le SMIC à 1 800 € ou la TVA à 0% sur les produits de première nécessité, mais sur la nécessité de pointer la responsabilité des traités ordolibéraux européens dans le verrouillage des politiques publiques françaises. Alors, on a quand même un déplacement assez majeur, sachant que l'Assemblée des assemblées de Saint-Nazaire était particulièrement marquée par le caractère très éduqué des personnes qui y ont participé. Tous les Gilets jaunes ne sont pas allés à Saint-Nazaire. Donc en ce sens, l'Assemblée... Excuse-moi, très marquée par qu'est-ce que j'ai dit? Oui. Par le fait que les personnes étaient très éduquées, beaucoup plus éduquées que les personnes qui sont présentes sur les ronds-points. Donc voilà, l'ADA de Saint-Nazaire est très emblématique de l'évolution du mouvement, pointée par les chercheurs de Triangle, et c'est dans la deuxième phase du mouvement, et malgré les rapports sociaux problématiques, qu'elle implique que se consolide la possibilité d'une alternative politique portée par le mouvement. C'est d'ailleurs au cours de cette deuxième phase que, en tout cas moi dans le groupe dans lequel je suis à Pantin, on a commencé également à faire des réunions thématiques d'exploration visant à se renseigner sur, par exemple, le municipalisme libertaire, le confédéralisme démocratique, c'est-à-dire d'autres modèles, des modèles très éloignés de la démocratie représentative qu'on connaît, parce qu'on commençait, en tout cas moi et beaucoup de gens, on commençait à sentir le besoin de se renseigner sur ce qui faisait ailleurs. Donc voilà. Donc par ailleurs, aujourd'hui, il semble qu'on entre dans une troisième phase. On entre dans une troisième phase, celle d'une tentative donc, pour faire advenir une certaine forme de convergence des luttes. C'est un débat qui a débuté dès le début de la première phase, donc le débat sur l'enjeu de la massification, dont le pendant est le débat sur l'opportunité des modes d'action violents, qui est resté donc très présent. On a assisté début mai à une première coordination entre Gilets jaunes et des luttes correspondant à des formes plus corporatistes, donc le monde médical, les enseignants, les fonctionnaires à l'occasion du 1er mai en particulier. Mais pour autant, la convergence est loin d'être aboutie. On sent que la deuxième population des Gilets jaunes, je vous ai décrit les caractéristiques à l'instant, beaucoup plus sympathique avec les modes d'action syndicaux, a travaillé à faire accepter leur présence et a réussi à la présenter comme nécessaire à l'élargissement et à la massification de la lutte.
Mais pour autant, la méfiance reste de mise, la méfiance envers la récupération reste de mise, la méfiance envers les syndicats qui ont quand même très largement contribué à négocier la casse sociale bien plus qu'à la combattre reste très forte, y compris dans la deuxième population de gilets jaunes voilà. Donc voilà. Puis il y a des difficultés tactiques évidentes. Hein. Les gilets jaunes restent attachés au samedi alors que les syndicats ne mobilisent que sur des jours de semaine. Donc ça c'est quand même quelque chose qui pose problème pour être tous dans le même lieu au même moment. Donc voilà, si la convergence s'effectue concrètement depuis un bon bout de temps en fait, sur des actions ponctuelles, l'alliance reste plus tactique que stratégique du fait donc, de la défiance et des problèmes de récupération. Donc là j'en arrive à la lumière donc, de ces nombreux éléments d'analyse qui restent néanmoins partiels. Quant à la dynamique mobilisatrice du mouvement, il est désormais possible de revenir, et ce de façon plus informée, sur la question hautement polémique des débouchés politiques. En particulier celui d'une certaine gauche dont l'espoir est de voir naître de ce mouvement une alternative politique au néolibéralisme désormais hégémonique dans les classes politiques occidentales, et dont je fais partie, dont je pense que nous faisons tous partie ici. À cet égard, je pense que la question donc, est complexe. C'est un petit peu ce que j'ai essayé d'exprimer en creux au cours de la première partie. Le mouvement a des caractéristiques et il est dommageable de vouloir y projeter trop de choses. Dans le même temps, je ne répondrai pas complètement par la négative à la question quant à savoir si les gilets jaunes sont porteurs d'une alternative au néolibéralisme. Moi, je vois quand même des éléments qui suscitent fortement de l'espoir. Le premier élément consiste à montrer que voilà, les gilets jaunes constituent ce qu'on appelle une opportunité d'action majeure. Quand on se renseigne sur qu'on appelle la structure des opportunités politiques qui est fondamentale en analyse des mouvements sociaux, ce qu'on voit, c'est quand même que les gilets jaunes constituent une opportunité phénoménale. C'est-à-dire que le mouvement lui-même fait irruption sur une scène politique qui autrefois qui était complètement verrouillée. Elles ont fait craquer et elles écaillent durablement le vernis de respectabilité du néolibéralisme autoritaire et sa capacité à se draper dans la démocratie représentative. On a quand même l'instauration d'un rapport de force phénoménal. Le moment du mois de décembre de sidération du pouvoir vis-à-vis de ce mouvement qui se permet de lui répondre, ce que n'était plus le cas depuis longtemps. C'est aussi un mouvement qui a fait sortir donc les mouvements sociaux installés dans la gouvernance du carcan dans lequel il n'est plus capable de rien faire d'autre en fait que d'accompagner, on va dire, le changement plutôt que de le combattre les réformes problématiques. Donc voilà, je pense qu'à ce niveau-là, on peut quand même pointer le fait que les Gilets jaunes ont su créer un moment fondamental dont à mon avis, il faut absolument se saisir, même s'il faut s'en saisir en ayant particulièrement conscience des problématiques de classe auxquelles on pourrait être confronté en le faisant. Donc voilà, donc d'une certaine manière, je pense que les Gilets jaunes sont une révolte qui est directement issue de la disparition de l'alternative et des conséquences politiques et sociales du néolibéralisme. C'est-à-dire qu'il me semble que ça mériterait une démonstration empirique plus développée que ce que j'ai l'occasion de faire là, parce que j'arrive à la fin du temps imparti. Mais on a une révolte qui correspond, à mon avis, assez clairement à la fin de la moyennisation, avec la fin de la moyennisation qu'on constate qui arrive dans les années 90 et une dynamique de creusement des inégalités qui se met en place avec un déclassement des classes moyennes inférieures qui tombent dans les classes populaires et un ascenseur social en panne. C'est un thème qui est récurrent mais qui, à mon avis, reste tout à fait d'actualité. On voit, il y a un certain nombre de textes que j'ai pu lire dans le cadre de ma thèse, le taux de propriétaires à 60 ans, par exemple, commence à baisser dans les années 90. On a un certain nombre d'indicateurs qui nous montrent ce genre de choses. Donc il me semble que voilà, et on a donc des aides sociales qui restent très redistributives, mais qui sont devenues palliatives et non curatives, et qui n'offrent plus en fait de levier en fait pour se sortir les aides sociales ne permettent plus de sortir d'une condition précaire ou d'une condition pauvre, mais simplement d'y pallier.
Donc en ce sens-là, je pense que voilà, les Gilets jaunes sont c'est une révolte qui est directement issue des conditions matérielles de production dans lesquelles on a mis les politiques néolibérales ont mis les personnes qui aujourd'hui se révoltent. Pour autant, donc comme je le développais, oui, et puis alors, évidemment, il y a aussi tout l'abandon et la trahison, les trahisons successives et multiples de la gauche, partisane et syndicale, et dont l'apogée a été le rapport Terra Nova, qui a carrément suggéré d'abandonner l'électorat des classes populaires pour... je pense que tout ça contribue largement à la révolte, à la genèse de la révolte actuelle, en tout cas à ses causes structurelles. Voilà. Mais pour autant, donc voilà, on a un enjeu qui est très fort au sein de cette mobilisation. On voit apparaître en fait, c'est une partie que j'ai moins rédigée, le résultat c'est moins clair, je suis désolée. Donc voilà, il me semble qu'en fait, on a initialement une révolte populaire, que l'apparition de la notion même d'alternative vient avec la structuration et l'entrée sur le terrain de jeu, quelque part, de cette deuxième population plus éduquée, et que donc l'enjeu de notre positionnement à nous tous, c'est d'introduire l'alternative dans la révolte sans déposséder les classes populaires de leur mouvement. Et donc, dans un dernier temps, je terminerai en essayant de dire quelques mots des différents défis qui me semblent importants à l'heure actuelle. Donc, pour forger une alternative qui ne soit pas l'apanage des classes supérieures, il me semble que voilà, il faut entrer dans le mouvement sans en déposséder les classes populaires. Il y a d'abord un défi tactique qui est en fait, à mon avis, de mettre l'ensemble défi tactique et immédiat qui consiste à achever de faire craquer le vernis de la démocratie représentative. Je pense qu'il faut faire le deuil de la démocratie représentative telle qu'elle est en tout cas inscrite dans la Ve République en France et telle qu'elle est inscrite dans beaucoup de constitutions des pays occidentaux. Je pense qu'il va falloir créer des formes de démocratie qui s'accommodent des formes de démocratie directe qui ne permettent pas d'évacuer les populations qu'elles sont censées... les populations ne peuvent pas juste être des administrées, il faut qu'elles soient actrices. Et donc, voilà. Et donc le premier défi tactique, à mon avis, c'est de faire péter cette illusion macronienne, de faire masse dans les médias, dans les lieux de pouvoir, et de faire masse également dans la rue. C'est-à-dire que l'avantage d'un positionnement d'intellectuel, c'est souvent qu'on a accès aux deux. Et donc je pense qu'il faut faire très symboliquement un travail pour être les fossoyeurs de l'illusion macroniste. Et puis, pour ceux qui se sentent capables et pour ceux qui... Voilà, je pense qu'il y a aussi le fait d'aller aux côtés des personnes gilets jaunes qui se font réprimer, parce que c'est quand même une réalité, et malgré la pression de former des groupes affinitaires, de convaincre autour de toi, d'avoir... il y a tout un continuum d'actions qu'on peut mettre en œuvre pour se placer aux côtés et subir les risques au même titre, et ne pas en fait, laisser les populations subir le risque seules. Voilà. Le deuxième défi, je dirais qu'il est stratégique. Donc voilà, il consiste à se repenser en tant qu'intellectuel, à se penser aux côtés plutôt que dirigeant ou orientant. J'ai lu récemment une citation d'Edgar Morin qui disait qu'il manquait une ligne directrice aux Gilets jaunes. Non, il me semble que le défi consiste justement à sortir de ce mode de pensée. Et c'est un défi qui, à mon avis, se double de possibles modes d'action. À mon avis, il y a tout un défi dans l'idée de faire de l'éducation populaire 2.0, de sortir des formats universitaires que l'on pratique beaucoup. Et je pense qu'un truc que je n'ai pas eu l'occasion d'aborder, mais l'écho d'extrême droite, il est aussi lié à la présence sur les réseaux sociaux et sur YouTube, sur un certain nombre de médias beaucoup plus accessibles aux classes populaires, de personnes comme Étienne Chouard, par exemple. Étienne Chouard, qui est une personne un peu complexe à cataloguer, mais qui défend par exemple l'idée d'être antisémite, et c'est aussi un des grands penseurs du RIC. Donc il a été fortement approprié par les Gilets jaunes, et je pense qu'en fait... Un grand penseur de quoi? Du RIC, référendum d'initiative citoyenne, qui est une des revendications majeures des Gilets jaunes. Merci beaucoup. Désolée. Et donc voilà, et je pense que là-dessus, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire pour je pense que si ces personnes-là se sont réappropriées ces intellectuels-là, c'est aussi parce que c'était les seuls à leur parler.
Oui. Ça, je le crois profondément. Très bien. Donc voilà, je pense qu'il faut, enfin, on en a parlé avec le web de Trump, je pense qu'il faut arrêter de laisser ces lieux-là à l'extrême droite. Il faut reprendre le web, refuser de le laisser aux Trumpistes et l'investir à hauteur des moyens qu'on a, mais je suis certaine qu'avec tous nos diplômes, on va être capable de comprendre comment uploader une vidéo YouTube. Voilà. Et le dernier défi que je pointerais, ça serait un défi théorique qui doit en fait penser la transition entre un État social adossé à un État-nation et des formes décentralisées. Donc en fait penser la transition du public au commun. Je pense qu'on a maintenant d'excellents éléments pour penser ce que sont les communs. Je pense maintenant le défi c'est de penser la transition de l'un à l'autre parce que c'est vraiment pas évident. Moi je travaille sur la politique du logement et la politique du logement, on le voit, elle est complètement adossée à l'État-nation et à une redistribution qui reste très ancrée dans un cadre national. Et donc, il va falloir une période de transition parce qu'on ne peut pas décréter du jour au lendemain, par exemple, que ce sont des assemblées municipales qui vont gérer le logement. Sinon, des pauvres à l'opéra, il n'y en aura pas dans 100 ans. Donc, voilà. Je pense que je vais m'arrêter là. J'avais prévu de vous lire un petit texte à la fin, mais je pense que je suis déjà assez longue. Non. Okay. Si tu peux parler un peu plus lentement, parce que j'ai l'impression que tu viens de Madrid, où les gens parlent très vite et avec la bouche serrée. Désolée, je pense que c'est le stress. Alors. Tu réécouteras. On voit le film. D'accord. C'est la conclusion, la fin du texte dont je vous avais parlé en introduction et qui a mené à la proposition de communication. Donc, que faire alors? Que faire face au verrouillage? Que faire face au verrouillage complet de la démocratie représentative et à l'impossibilité d'en sortir par des moyens électoraux? Tout d'abord, le constat lucide quant à l'impossibilité de passer par le système représentatif actuel doit s'imposer. C'est le seul moyen d'éviter que la gauche, si tant est que ce mot veuille encore dire quelque chose, et plus largement à tous ceux qui se réclament de cette alternative au néolibéralisme autoritaire, de poursuivre encore et toujours des stratégies qui ne conduisent qu'à creuser plus profondément leur tombe, pire même, à produire des éléments sur lesquels surfe l'adversaire. Dans le même temps, constater que cette voie est bouchée, la voie de l'électoralisme, ne signifie en aucun cas renoncer au combat. Il est hors de question de se résigner à la victoire néolibérale. La vraie bataille, celle sur laquelle il ne faut céder aucune victoire, c'est celle pour l'existence d'une sphère politique au-delà de la représentation. Le véritable enjeu politique actuel réside dans la possibilité de sortir du bourbier représentatif pour se diriger vers un autre terrain sur lequel l'alternative a une chance, celle d'une pratique démocratique réelle dont les populations ne peuvent pas être écartées. Démocratie directe diront certains, praxis démocratique au sein des communs diront d'autres, confédéralisme démocratique, coopérative intégrale, municipalisme, les mots sont multiples et les potentiels et les espoirs immenses. Une fois qu'on sort de la caverne représentative policée par les néolibéraux, la perspective s'élargit immédiatement et l'alternative devient non seulement une possibilité, mais plusieurs, en débat les unes avec les autres, au sein d'un dissensus proprement politique dans lequel le vote, en balance avec d'autres modes décisionnels, dont la prise de décision au consensus, retrouve une place et une fonction débarrassée de l'oppression institutionnelle qu'il sert actuellement à légitimer. Tout l'enjeu du moment de bascule que nous vivons aujourd'hui réside dans la bataille entre ces deux clivages. Celui qui est imposé par Macron d'une part, les progressistes contre les populistes, et d'autre part, celui que je pense que nous devons travailler à imposer, les néolibéraux autoritaires drapés dans la représentation fallacieuse, autorisés par les institutions de la Ve République d'une part, et l'alternative protéiforme de l'autre. Bien sûr, le combat pour l'alternative, et même pour les alternatives, ne s'y résume pas. La bataille pour la sortie de la représentation pourrie jusqu'à la moelle, qui nous embrigade toutes contre nos grés, n'est qu'un moment. Moment dont il ne s'agit même pas de prétendre qu'ils doivent venir chronologiquement avant l'imagination et l'expérimentation d'alternatives diverses, qui ont par ailleurs déjà débuté à de nombreux endroits et dans la pratique contribuent et alimentent la possibilité d'imposer un autre clivage. Moment absolument crucial cependant, puisque sur la possibilité de faire sauter ce verrou repose l'accès collectif et solidaire à un nouveau monde possible. Écoutez Christian tout de suite nous faire, c'est son titre, quelques remarques sur la forme macronienne du néolibéralisme.
Oui, alors merci. En fait, au départ, nous avions prévu pour cette séance, qui devait être la dernière, et Aude nous a prévenu qu'elle n'était pas la dernière, mais l'avant-dernière, nous avions prévu que je fasse une sorte de récapitulation de ce que nous avions expliqué, présenté, discuté, en d'autres termes, que nous reposions au fond les questions que nous avons posées depuis le mois de novembre dans le cadre du GENA. Alors ça tombe bien, puisqu'il y a beaucoup de personnes ici présentes qui n'ont pas assisté à toutes les séances, donc je vais reprendre un petit peu les questions que nous sommes posées, que nous avons discutées, et c'est dans ce cadre-là que je voudrais mettre en avant quelques remarques, présenter quelques remarques sur la forme macronienne du néolibéralisme, et ceci dans la suite de ce que j'ai présenté au colloque franco-brésilien du 20 et 21 mars, sur ce que j'avais appelé les tactiques politiques, principales et secondaires, du gouvernement macronien face au mouvement des Gilets jaunes. Donc je vais essayer d'aller un petit peu plus loin que ce que j'avais dit à ce moment-là. Bon, dans le GENA, depuis le mois de novembre, nous sommes intéressés donc à ce que certains d'entre nous, dont Pierre Dardot et moi-même, avons appelé le nouveau néolibéralisme, un terme qui a fait objet de discussion, d'autres présentant plutôt, avançant plutôt des termes de type comme fascisme ou fascisme néolibéral, etc. En tout cas, nous sommes intéressés aux formes plurielles que prenait le néolibéralisme aujourd'hui, sans justement prendre le néolibéralisme pour une espèce d'essence éternelle avec une forme unique dans l'histoire. Je voudrais donc reprendre cette question. Le point de départ du GENA, je crois, c'était l'idée d'une bifurcation entre deux formes de néolibéralisme. L'une qui serait explicitement, ouvertement, violemment antidémocratique, c'est-à-dire qui remettrait en cause, de façon très explicite, les fondements, les principes, les fonctionnements des démocraties libérales. Et nous en avons trouvé les formes, évidemment, chez Trump, chez Bolsonaro, chez Salvini. On aurait pu effectivement parler d'Erdogan un peu plus, etc. Et puis une autre forme de néolibéralisme qui prétend s'opposer à la première, qui fait même de la première forme une espèce d'épouvantail, et qui justement se réclame plutôt de la démocratie libérale, mais avec cette question que nous avons immédiatement posée, c'est que cette forme de néolibéralisme dit démocratique, en réalité, détruit la démocratie libérale de façon très concrète, mais, et c'est sa particularité, en niant qu'elle opère la destruction interne du néolibéralisme, donc un mouvement plus complexe que cet antidémocratisme avoué, proclamé, revendiqué par Trump, Bolsonaro et d'autres. Alors, c'est justement ce que je voudrais montrer à propos de Macron et dans la suite de ce que j'ai présenté au colloque. Je voudrais, au fond, avancer deux choses. Peut-être pas le temps de tout développer, mais ça sera peut-être l'objet de notre discussion. La première, c'est qu'on ne peut pas se contenter, comme on l'a fait au GENA, donc, dans un premier temps, de constater simplement cette dualité des formes du néolibéralisme. On ne peut pas simplement se contenter de voir que l'une des formes serait une forme avouée, proclamée, ouverte et violente, et d'autre part, l'autre qui serait une forme plus hypocrite, plus déniée en quelque sorte, de l'antidémocratisme. Au fond, sans qu'on puisse en même temps les identifier, l'une et l'autre, en gros Trump et Macron, Bolsonaro et d'autres, je crois qu'il faut essayer de penser la façon dont ces formes-là, formes couples, composent un système, se recomposent même l'une en fonction de l'autre. Et je voudrais insister, et je crois que c'est quand même un des objets de préoccupation majeurs aujourd'hui, ou ça devrait être un objet de préoccupation majeur aujourd'hui, je voudrais qu'on s'intéresse au jeu pervers de Macron avec l'extrême droite. Je crois qu'il y a là quelque chose de tout à fait important à souligner. Et donc, il faudrait se demander quelle mesure ce jeu pervers de Macron, qui replace au centre du jeu politique l'extrême droite, conduit jour après jour, mois après mois, à constituer un boulevard à l'extrême droite, seule, ou à l'extrême droite alliée à une droite
plus extrême, disons, hein. Et de façon, je crois, selon une logique assez implacable. Voilà un petit peu donc le type de problème que je voudrais poser. Alors la première partie, c'est une partie récapitulative sur notre travail au GENA. Donc, comme je le disais, le GENA s'est constitué à partir d'un constat et d'un principe d'analyse, la crise mondiale de la démocratie. Et le lien que cette crise mondiale de la démocratie entretient avec le néolibéralisme lui-même, qui est un phénomène global, qui est un phénomène historique, global, divers, mais aussi mouvant, qui se métamorphose, qui se change avec le temps. Et notre question sous-jacente, je crois qu'elle était, comment se fait-il que le néolibéralisme est capable de se renouveler dans ses formes et de se renforcer dans le monde, et ceci en dépit des désastres qu'il occasionne. Je crois qu'on a pu s'accorder tous ici sur le constat que les crises financières, économiques, sociales, provoquées par le néolibéralisme, ont fini par aboutir à une crise politique générale, au centre, comme on disait, comme à la périphérie, aux États-Unis, en Amérique, en latine, en Europe, etc. Et ce qui est notable, c'est que les pays qui semblaient dans les années 80-90, le mieux incarner un processus de démocratisation de type libéral à l'échelle du monde, je pense aux pays de l'Est, je pense aux pays du sud de l'Europe, je pense à l'Amérique latine, sont précisément des pays qui sont aujourd'hui engagés, de façon différenciée sans doute, mais presque tous, en tout cas beaucoup d'entre eux, dans une sortie accélérée de la démocratie. Donc il y a eu un changement d'époque. Je crois que notre travail du GENA s'inscrit dans ce moment-là, un moment historique très particulier, qui est celui d'une sortie accélérée de la démocratie, qui prend donc le chemin inverse de celui d'il y a une vingtaine d'années ou une trentaine d'années. Alors, je crois qu'on aurait tort... Edgar Morin? Hein? Tu as parlé d'Edgar? Non, c'est moi ça. Je comprends pas ce que tu dis. Non, parce que dans les sens dit, tu as dit un mot... je parlais trop vite encore. Non. Toi, non. Non. Bon. Donc, alors, je crois que... tu vois, tu m'as fait... Il n'y a pas de vide. Oh, non, c'est pas grave. Bon, voilà, bon. Alors, donc, crise politique globale, on aurait pu l'interpréter, et c'est peut-être un peu notre défaut, comme un phénomène qui viendrait uniquement de phénomènes idéologiques, des élites, des partis, ou même de la classe politique qui serait gagné par une sorte de processus antidémocratique ou même de processus fasciste ou fascistoïde au sommet. Cette crise politique, elle est le produit du néolibéralisme, mais surtout, et plus précisément, elle nous semble être le produit des effets subjectifs de masse que le néolibéralisme a provoqué au cours des dernières décennies, et qui, précisément, prend la forme d'une crise de légitimité de la représentation classique par les institutions et par les partis. C'est-à-dire que nous assistons à une décomposition du principe et du ressort même de la démocratie de type libéral, dont le principe est précisément celui de la représentation, tel qu'il a été théorisé à la fin du XVIIIe siècle. Cette crise politique générale, il est dû au rejet de plus en plus massif des électeurs des classes populaires et d'une partie des classes moyennes de la représentation, entre guillemets, par des oligarchies dominantes, lesquelles sont englobées dans le terme assez significatif aujourd'hui de système. Et je crois que les Gilets jaunes sont parmi ceux qui mis en avant justement cette expression assez problématique de système. Ce rejet général prend la forme de ce que le commentaire médiatique et parfois académique appelle le dégagisme et plus souvent encore le populisme, dont nous avons essayé ici même donc d'analyser les significations et justement les significations problématiques. Le fait important, semble-t-il, est que le rejet du système politique et de ses représentants, comme d'ailleurs de toutes les formes classiques de représentation, y compris syndicales et les médias,
Marion en a parlé, la cause profonde de ce rejet tient à la déconnexion entre ce système de représentation et la plus grande partie de la population, pour des raisons qui ont depuis, je crois, longtemps été explicitées, à savoir que ce système de représentation, entre guillemets, est désormais hyper dépendant de logiques systémiques mondiales mises en place par 30 ou 40 ans de politique néolibérale. De sorte que ce système de représentation apparaît de plus en plus faussé, fallacieux, car éloigné des aspirations de la population, et souvent même étranger et contraire à elle. D'où cette perte générale, très profonde, de légitimité des institutions, des partis, des hommes politiques, et encore une fois, même des syndicats qui sont identifiés au système. Et donc, c'est l'ensemble de la classe politique et syndicale, l'ensemble des structures et des institutions de médiation qui sont aujourd'hui discréditées. Et ça, c'est la conséquence logique du fait que le néolibéralisme s'est imposé en vidant de tout contenu les démocraties libérales classiques, entraînant une perte de confiance, voire de foi, même de croyance, dans leur effectivité du fait de l'impuissance des politiques devant la montée des inégalités, de la précarité, etc. C'est fond donc ce qui a été au point de départ, mais avec ce que nous avons mis tout de suite en avant, avec le mot, la lettre A dans GENA, c'est la question précisément des alternatives. Car ce qui est au départ aussi de notre réflexion, c'est que cette crise systémique générale du néolibéralisme ne débouche pas, n'a pas débouché sur une remise en cause, justement, des fondements, de ces fondements. Les mouvements altermondialistes des années 2000, les mouvements des places de la décennie suivante, sans doute parce qu'ils n'ont pas été assez puissants ou coordonnés, ou bien parce qu'ils n'ont pas trouvé des formes d'organisation ou des débouchés politiques crédibles, n'ont pas réussi à renverser la logique néolibérale à l'échelle mondiale, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors, ça ne signifie pas une défaite historique, bien sûr, puisque les contestations démocratiques, parce que le mouvement démocratique mondial continue à être présent. On le voit encore aujourd'hui en Algérie, au Soudan et dans d'autres périodes. Et les jaunes, d'une certaine façon, s'inscrivent toujours dans cette contestation démocratique, mais au fond, pour l'instant, on doit constater qu'il n'y a pas eu donc de remise en cause suffisamment forte de ce système. Et c'est sans doute cette faiblesse, cette insuffisance, cette latence, si je puis dire, des alternatives démocratiques dont la gauche historique, Marion l'a rappelé, est grandement responsable. C'est sans doute cette faiblesse qui permet aujourd'hui qui a permis l'apparition de cette nouvelle forme politique que nous avons appelée nouveau néolibéralisme, qui prend cette forme nationaliste, autoritaire ou hyper-autoritaire, que nous avons donc décrit, et en particulier en nous intéressant le plus près possible à la situation brésilienne. Il y a en effet quelque chose qu'on peut appeler une gestion autoritaire de la crise politique, qui se module différemment selon les situations, mais dans laquelle les figures de Trump, Bolsonaro, Orban ou Salvini, ces figures-là, apparaissent tout à fait exemplaires. Alors, une objection est apparue dans les débats, dans les discussions du GENA. L'objection, plutôt l'inflexion de la réflexion collective, c'est son intérêt, a été de penser que finalement, ce n'était peut-être pas si nouveau que cela. Parler de nouveau néolibéralisme était problématique parce que, au fond, nous avions dans l'histoire des moments où il y avait des choses assez comparables, et c'est pourquoi, à certains moments de notre trajectoire, de notre réflexion, nous nous sommes intéressés à des analyses antérieures et à des problématiques qui ont pu nous être utiles. Je pense à l'école de Francfort, où on nous a présenté
une réflexion sur la personnalité autoritaire, telle que théorisée dans l'école de Francfort. Hector nous a parlé justement de la façon dont la psychanalyse, avec la pulsion de mort, pouvait nous aider à comprendre un certain nombre de phénomènes. Donc, nous avons abordé, nous avons interrogé cette question du nouveau. Nous avons aussi abordé cette question qui faisait désaccord entre nous. Des accords qui portaient sur la caractérisation possible ou non de fascisme. Est-ce qu'il est utile de présenter les phénomènes contemporains comme des résurgences du fascisme, c'est-à-dire de les regrouper tous sous cette catégorie-là, ou de penser plutôt que ce terme de fascisme se révèle plutôt comme un obstacle à la réflexion que comme un élément pertinent du débat. Et avec évidemment cet aspect que nous avons mis en avant, en tout cas certains d'entre nous, que ce qui caractérisait les formes classiques du fascisme, c'est qu'ils n'étaient pas néolibéraux. C'est qu'ils étaient très étatistes, très impérialistes, et qu'ils ne présentaient justement pas les caractéristiques politiques que l'on rencontre aujourd'hui. En tout cas, ce qui nous a paru de toute façon intéressant et en même temps troublant, c'est dans le phénomène contemporain du nouveau néolibéralisme, c'est l'hybridation entre un identitarisme très puissant sur le plan imaginaire, qui identifie la mondialisation plutôt à l'invasion des étrangers ou à la menace des musulmans, et qui trouve sa forme exacerbée dans le fantasme du grand remplacement, de Renaud Camus ou du déclin français d'Éric Zemmour, et d'une tendance de plus en plus manifeste à une gestion expertocratique, technocratique, hyper-utilitariste, la politique se réduisant à une froide gestion autoritaire par l'exécutif d'un État considéré comme une entreprise. Il y a là, pour nous, une hybridation particulière, une forme, une configuration assez particulière qu'il nous faut analyser comme telle. Alors, voilà quelques-uns des aspects que nous avons abordés. Comment penser, dans ce cadre-là, une forme spécifique de néolibéralisme qui est celui auquel nous avons affaire en France? Dans quelle mesure ces réflexions générales que nous avons menées nous servent-elles pour analyser stratégie et tactique du gouvernement Macron? Je crois que ce qu'on peut appeler l'art néolibéral macronien est évidemment assez différent des formes trumpiennes, bolsonaristes du gouvernement. Il ne fonctionne pas seulement, principalement, par une sorte de récupération, de retournement, de siphonnage de la contestation sociale dans l'espace imaginaire de la morale ou de la religion, et par le déplacement de la contestation, de la colère, de la frustration vers des mauvais objets. Immigrés, intellectuels, marxistes culturels, etc., comme le font ces gouvernements-là. Mais alors, comment fonctionne-t-il? Voilà. Moi, la question que je me pose depuis un certain nombre de mois, finalement, c'est le fonctionnement du macronisme. Moi, je crois qu'il faut s'intéresser, non pas tant au discours, il faut en tenir compte, mais aux pratiques, et aux pratiques politiques. Je voudrais d'abord avancer qu'il semble fonctionner sur un triple jeu pervers. Le cap stratégique consiste à renforcer toujours et à accélérer, quelles que soient les conséquences des mesures politiques prises, économiques, à accentuer, accélérer le programme néolibéral. Maintenir le cap. Voilà. Quel que soit le vent, il faut maintenir le cap. Diaboliser toute contestation du néolibéralisme en l'enfermant ou en le confinant dans une opposition repoussoire
nationaliste, xénophobe, homophobe, antisémite, etc. Et en même temps, terme clé du macronisme, et en même temps, essayer de récupérer son avantage à son profit, la pulsion identitaire et même le rejet de la classe politique. C'est un jeu complexe, un jeu assez subtil, mais je crois qu'il mérite d'être analysé comme tel. Qui consiste d'une part à alimenter presque de façon provocatrice les mesures néolibérales les plus antisociales, pour mieux dénoncer en fait les réactions que ces provocations entraînent comme dangereuses, rétrogrades, fascistes, etc., etc. Donc il s'agit à la fois de radicaliser le néolibéralisme, mais en même temps de stigmatiser les réactions que cette radicalisation provoque. Le résultat global, quel est-il? C'est évidemment la réalisation du programme complet du néolibéralisme. Peut-être que même, je pense qu'un Sarkozy, un Fillon, un Juppé, mais qu'aucun même homme politique de droite n'aurait pu imaginer réaliser en aussi peu de temps. Parce que nous avons là affaire à une politique de droite, hyper-droite, extrêmement efficace. Et en même temps, le renforcement d'un État policier ultra-répressif, et même d'un État ultra-conservateur, comme on le voit dans un grand nombre de domaines, insuffisamment interrogés hier, comme par exemple le domaine éducatif, qui, résultat global, qui finit par ressembler de façon assez étrange à ce que l'on pourrait craindre d'un gouvernement autoritaire nationaliste, c'est-à-dire de l'autre forme, que nous avions distingué au départ, la forme antidémocratique ouverte. Et il me semble que nous nous trouvons dans une curieuse situation politique avec grande difficulté à y répondre. Alors, sur le triple jeu, je ne vais pas m'étendre trop longtemps, sur tous les terrains de prédilection des néolibéraux, la ligne est claire. Aller plus vite et plus fort. Aller plus vite et plus fort que la droite. Que la droite. Réforme du marché du travail, réforme des retraites, réforme de l'État, fiscalité favorable aux plus riches, réforme des privatisations, avec cette chose cocasse que nous avons une droite qui s'oppose à la privatisation aujourd'hui des aéroports. C'est quand même, il faut quand même le souligner. Mais surtout, des réformes à venir extrêmement dangereuses. On n'a pas encore suffisamment réfléchi à la réforme à venir des prestations sociales, qui va s'appeler le revenu universel d'activité. À côté de cela, le revenu de citoyenneté de Salvini, c'est de la petite bière. Car il faut bien se rendre compte que le projet va consister dans un unique versement des prestations sociales, y compris des prestations sociales handicapées, sous condition d'activité ou de recherche d'emploi sous contrôle administratif. Et même les APL seront mises sous condition d'activité. Donc on a affaire à un workfare général, à un projet donc hyper néolibéral, tel qu'aucun autre pays, sauf peut-être l'Angleterre avec son versement unique, a cherché à réaliser, avec des conséquences tout à fait dramatiques d'ailleurs, point de vue là. Bon, donc, radicalisation du néolibéralisme, et ça confirme, mais de façon, je crois, inattendue, ce qu'avec Pierre Dardot, nous avions qualifié dans ce cauchemar qui n'en finit pas de gouvernement par la crise. C'est-à-dire, dans cet ouvrage, nous analysions ce qui s'était passé dans la période post-2008, et nous avons essayé de comprendre ce phénomène quand même assez étonnant, dans lequel la logique néolibérale, devenue systémique, justement, se renforçait à mesure que les conséquences apparaissaient comme catastrophiques. C'est ce que nous avons appelé justement le gouvernement par la crise. Et le résultat de la crise sociale des Gilets jaunes, enfin la conclusion que tire Macron de la crise des Gilets jaunes,
est quand même, là aussi, extraordinaire. Cette conclusion était certes annoncée par Darmanin, Le Maire et d'autres. On peut la résumer par moins d'impôts sur le revenu, c'est-à-dire moins d'effets redistributifs, moins d'impôts redistributifs, moins d'impôts progressifs, et plus de travail. Et plus de travail, en particulier en allongeant la durée de cotisation des retraites. Je crois que s'il y a un axe commun entre Macron et Orban et Salvini, peut-être Bolsonaro, c'est la marche vers la flat tax. C'est une politique de recul de la progressivité fiscale. C'est-à-dire le fait de s'en prendre au seul impôt progressif, qui est l'impôt sur le revenu, me semble être pas seulement une petite mesure comme ça, me semble dessiner un véritable programme de démantèlement de la fiscalité progressive. Et c'est exactement ce que Salvini, Orban et d'autres sont en train de réaliser. Deuxième élément de ce jeu pervers, c'est la bipolarisation, selon une volonté stratégique, et je crois que tout le monde l'a compris, qui consiste à recomposer de façon bipolaire et à son avantage tout le terrain politique. Néolibéraux pro-européens, c'est-à-dire appelés progressistes, contre nationalistes. Alors, ce n'est pas nouveau, c'était déjà la ligne qu'on avait vue se dessiner à l'élection présidentielle, mais c'est quelque chose que Macron entend perpétuer, installer, en fait, de façon permanente dans le champ politique, avec des relais médiatiques, etc., extrêmement complaisants. Et on l'a bien vu, justement, Marion le rappelait, face aux Gilets jaunes, les faisant apparaître comme une horde haineuse de fascistes, xénophobes, antisémites, etc., tout en exploitant, tout en produisant, en exploitant d'ailleurs, ou en cherchant à exploiter, à produire des pulsions identitaires. On a bien pu repérer que Macron n'a cessé de vouloir remettre au centre du débat politique les thèmes de l'extrême droite. Les thèmes de l'extrême droite ne sont pas venus d'abord par les Gilets jaunes, mais par Macron. C'est lui qui, dès le mois de décembre, dans ses discours, met sur le tapis les questions de l'immigration, la question de l'islam, etc. Et c'est encore comme cela qu'il a présenté les choses lors de sa conférence de presse qui devait justement annoncer le deuxième acte, l'acte 2 de sa présidence. Alors, mais il y a évidemment un autre élément extrêmement important, c'est la façon dont Macron et le gouvernement ont traité le mouvement des Gilets jaunes. Et je crois que là, il y a quand même une question qu'on doit se poser. La surrépression, l'hyper-répression des Gilets jaunes. J'en ai rappelé au moment du colloque un certain nombre d'éléments tout à fait tragiques. Dans quelle mesure cette surrépression n'est-elle pas un indice pratique, je ne dis pas théorique, représentationnel, idéologique, mais un indice pratique de la convergence avec les formes les plus autoritaires du néolibéralisme qu'on trouve ailleurs. Je crois que ne se rend peut-être pas assez compte du moment où on est, qui est un moment de recul général des libertés publiques, où ce sont les libertés d'informer, les libertés de manifester, qui sont remises en cause, comme rarement cela a été le cas depuis plusieurs décennies. La loi dite anti-casseurs à elle seule ne suffit d'ailleurs pas à désigner ce moment, ce qui serait là aussi peut-être plus important encore, c'est les pratiques policières qui aujourd'hui interdisent concrètement la réalisation, la mise en œuvre des manifestations. Et il faut revenir à loin pour avoir une attaque directe par la police d'une manifestation syndicale, une agression policière
contre une manifestation du 1er mai. Et que dire du droit d'informer et j'en vois ici à la lettre ouverte des 300 journalistes un petit peu relayés par les grands médias sur ce point. Mais je voudrais lier cela à d'autres aspects du gouvernement Macron, et en particulier à ce qui se passe dans l'enseignement. On a vu qu'au Brésil, les universités, mais aussi l'ensemble du système scolaire, étaient les cibles premières, si je puis dire, ou parmi les cibles premières du gouvernement. Alors, sans vouloir, évidemment, identifier ce qui se passe au Brésil et ce qui se passe en France, il y a quand même des choses des questions qu'il faut se poser. Le mouvement étudiant l'année dernière a donné lieu à des phénomènes nouveaux. C'était les intrusions de forces policières dans les universités, et même d'interpellations d'étudiants à la demande des présidents d'université. Étudiants qui manifestaient contre un certain nombre de mesures, et ça a été encore le cas à la fin de l'année 2018, lorsque les étudiants à Nanterre protestaient contre l'augmentation des droits d'inscription pour les étudiants étrangers. Mais je crois que ce qui est en train de se mettre en place dans l'enseignement primaire et secondaire est assez inédit aussi. Je pense à l'article 1 de la réforme Blanquer, ou plutôt de sa loi sur l'école de la confiance. Entre guillemets, l'école de la confiance. Cet article 1 de la loi, qui modifie le code de l'éducation, introduit une notion qui est celle de l'engagement et de l'exemplarité attendue des professeurs. Ce qui signifie, en fait, concrètement, et c'est ce que les syndicats ont immédiatement relevé, que ça permet de s'en prendre à la libre parole des enseignants. Car en effet, pour Blanquer, il ne s'en est pas caché, finalement, défendre l'institution scolaire vis-à-vis des parents, par exemple, c'est défendre la politique ministérielle. À quoi le voit-on? On le voit aux admonestations et même aux sanctions qui ont été prises contre les directeurs d'école et contre les enseignants qui ont pris position contre la réforme Blanquer. En d'autres termes, ce que Blanquer est en train de faire, c'est d'étendre la notion de devoir de réserve à l'ensemble du corps professoral, et non plus seulement au cadre supérieur du ministère de l'Enseignement. Alors, on a là affaire à un premier pas d'une loi liberticide, c'est-à-dire qui s'en prend à la capacité de critique, à la liberté de critique possible des enseignants. Et si ce n'est pas identique tout à fait à la politique de la droite brésilienne, qui s'appelle l'école sans parti, ça commence à y ressembler fort. Car cela signifie donc que les enseignants contestataires peuvent être punis, sanctionnés du fait de leur opinion. On pourrait évidemment encore parler de beaucoup d'autres choses, de la politique migratoire, de la chasse aux migrants, etc. etc. Bon, phénomènes qui ne sont pas évidemment de la négliger. Alors Pierre Sauvâtre parlait ici de brutalisme néolibéral. Mais ce brutalisme néolibéral, qui renvoyait à l'origine du néolibéralisme, ou à certains courants néolibéraux, au fond, me semble s'appliquer parfaitement à la politique macronienne et aux pratiques de la police et à la façon dont le ministre de l'Intérieur, par exemple, s'applique justement à réprimer les mouvements sociaux. Donc, s'interroger, me semble-t-il, et là c'est peut-être le programme à venir, s'interroger sur la dynamique antidémocratique intrinsèque au macronisme, préparant un régime autoritaire, me semble de la plus grande urgence. Car, je vais terminer là-dessus, si un jour Le Pen parvient au pouvoir, et les derniers sondages, qui datent d'il y a un mois, montrent que si
l'élection présidentielle, si le deuxième tour de l'élection présidentielle avait lieu aujourd'hui, Marine Le Pen serait à 45%, Macron à 55%. C'est-à-dire qu'elle a déjà gagné 10 points par rapport au résultat de 2017. Donc, imaginer une victoire de Le Pen n'est plus quelque chose de l'ordre de l'impossible. C'est quelque chose de très possible. Donc, si un jour Marine Le Pen parvient au pouvoir, incontestablement, elle aura à sa disposition tous les moyens nécessaires, ou presque tous les moyens nécessaires, à la généralisation de la répression, de la contestation, à commencer par des forces de police qui ont été autorisées, on peut le dire ainsi, ont été autorisées et même peut-être encouragées à utiliser la force aveugle contre des manifestants souvent pacifiques. Alors, nous avons parlé au GENA d'hybridation. Nous avons parlé d'hybridation en parlant justement de ces gouvernements autoritaires qui étaient des gouvernements néolibéraux. Mais je crois qu'il faut aussi, évidemment, parler de l'autre hybridation, qui est le fait que des gouvernements authentiquement néolibéraux, qui s'affichent comme tels, qui se revendiquent du néolibéralisme, deviennent de plus en plus des gouvernements autoritaires par leur pratique. Bon. Alors, pour le programme à venir, justement, il me semble que le thème de l'hybridation, je peux dire, devrait être un petit peu au cœur de notre questionnement. Nous sommes partis de typologie. Il me semble que se déplacer vers des pratiques, l'analyse des pratiques concrètes, permettrait justement de dépasser ce moment typologique, si je puis dire, du GENA, avec une conception peut-être plus dynamique, peut-être aussi plus matérialiste, c'est-à-dire que au lieu de s'occuper uniquement des représentations, des idéologies, ce qui est à mon avis tout à fait nécessaire, s'occuper des pratiques, s'intéresser aux pratiques, permettrait justement de mettre en évidence justement ce que je crois important politiquement aujourd'hui de montrer, c'est le fait que derrière les oppositions construites médiatiquement et politiquement, comme celle de la bipolarisation actuellement, il me semble tout à fait nécessaire d'essayer de penser la façon dont le néolibéralisme macronien est en train aujourd'hui de se transformer en néolibéralisme autoritaire, violent, répressif, qui, de façon précipitée, accélérée, nous fait sortir de ce qui nous restait de l'état de droit. Voilà, je suis un peu pessimiste, mais je crois qu'il faut... Merci.